Je vous propose un temps de synthèse. J'ai les différents animateurs qui sont à côté de moi et qui vont prendre le temps pour donner à chaque fois quelques éléments saillants, c'est-à-dire 2 leviers et 2 freins clés qui sont apparus au cours des ateliers 1 à 4. Donc, pour le premier atelier, l'expression des agents et les démarches participatives, c'est Philippe Douillet qui va nous donner les quelques points saillants. Normalement, ça fonctionne. Ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Voilà. Je me suis permis un tout petit peu plus de points saillants, mais je vais aller très vite quand même. Donc, on avait présentation de 2 démarches participatives. En 2 mots, une démarche un peu complète à la préfecture de l'Essonne, hein, qui a commencé tout un travail sur l'expression des agents, sur leurs difficultés, par des groupes de travail, par des questionnaires, par des boîtes à idées. Ça a commencé comme ça, puis des groupes de travail, jusqu'à finalement conclure un accord, ce qui est tout à fait exceptionnel, un accord dans une préfecture sur un certain nombre de sujets, sur les collectifs de travail, sur la prise en compte du travail, sur l'organisation du travail, et des choses tout à fait intéressantes. Et puis une deuxième expérience qui est plus limitée, je dirais, en sujet, en quelque sorte, mais qui est ancienne, qui est une expérience d'espace de discussion assez formalisée au ministère des Finances, plus précisément la DGFiP, qui est la plus grande direction des ministères des Finances, avec un système très organisé, très structuré d'espace de discussion pour les agents. Alors, pour faire très très vite, puisqu'on a très peu de temps, moi, il me semble que ce qui a été identifié quand même, qui revenait un peu beaucoup, et puis il y a eu pas mal de débats, de discussions, c'est sur ces lieux, ces démarches participatives. Alors, j'ai rajouté point de vigilance, parce que ce n'est pas un frein forcément en tant que tel, ça dépend. C'est la question de l'encadrement. On est vraiment beaucoup revenu. L'encadrement, comment il se sent, acteur ou pas acteur, comment il est exclu ou pas. Quand même, globalement, ces démarches peuvent mettre en cause les managers, globalement. Donc la question de leur implication, des conditions de leur implication, c'est vraiment une question absolument majeure. Et puis deuxième chose, c'est quand même que toutes ces démarches sont quand même compliquées dans des situations de crise, soit des contextes de réorganisation extrêmement forts, de transformation. On n'a plus le temps parce que de toute façon, c'est en train de changer, on ne sait plus, etc. On est mobilisé. Et puis, ça contribue à démobiliser les agents. Donc, à la fois, il y aurait besoin d'expression, mais quand même, ces contextes de réorganisation permanente dans un certain nombre de structures, dans un certain nombre de cas, rendent ces démarches fragiles ou peuvent fragiliser ces démarches. Les principaux leviers, ça marche pourquoi, on va dire, ou quels sont des éléments qui favorisent que ces démarches s'installent, durent dans le temps. Bien, quand même, une structuration. Ce n'est pas des démarches qui sont improvisées. Elles sont construites, elles sont réfléchies. Les acteurs ont discuté entre eux, ont planifié cette démarche, et puis elles sont installées durablement. Même si, c'est l'avant-dernier point, je passe parce qu'après on l'a ajouté, l'avant-dernier point, elles sont capables aussi de s'adapter. Je crois que ça c'est important. C'est-à-dire qu'on a à la fois structuré quelque chose, mais qui n'est pas totalement figé. On a eu le cas, par exemple, dans une préfecture, il y a une situation de crise dans une partie qui concerne la situation des services aux migrants. Bon, là, on a restructuré, on a réorganisé des choses. Ou au ministère des Finances, dans le temps, on a fait bouger un peu, bon, je n'ai pas le temps d'expliquer, mais on a fait bouger ces espaces de discussion pour qu'ils deviennent plus espaces de proposition. Donc, à la fois, c'est structuré, mais aussi capacité d'évoluer. Deuxième élément, c'est l'association des OS, enfin du dialogue social, des partenaires sociaux, à la construction même du dispositif. Ce n'est pas quelque chose que l'employeur fait tout seul de son côté. Vraiment, c'est discuté, construit, en accord avec les représentants du personnel ou syndicaux. Troisième point, c'est la transparence, hein, les résultats, ce qui est produit, c'est affiché, tout le monde est au courant, enfin, notamment les agents, il y a vraiment un retour extrêmement important de tout ce qui est fait vers eux. Quatrième point, des marges de manœuvre. C'est sûr que s'il n'y a pas de marge de manœuvre, il y a très difficile de faire des espaces de discussion. Donc là, il y a bien des marges de manœuvre réelles, identifiées, même si elles sont identifiées par niveau. Il est bien clair qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas bouger. Mais en tous les cas, il y a quand même une réponse de la direction. Donc les marges de manœuvre, elles sont travaillées, identifiées aux différents niveaux. Et puis, dernier élément, je terminerai. Quand même, il est apparu dans les 2 cas, sur l'espace de discussion, que l'intervention d'intervenants extérieurs au groupe qui va discuter est quand même un élément important, qui a un petit peu de recul, qui est un peu neutre. Alors, ça ne veut pas dire forcément des extérieurs à la structure,
Par exemple, espace de discussion, au ministère des Finances, ce n'est pas des gens extérieurs à la structure, mais ce n'est pas des gens du service. On a formé des animateurs qui sont ailleurs et qui viennent aider à la structuration. Ça, c'est un élément important pour le dispositif. Voilà sur le premier atelier. Merci beaucoup. Atelier 2 sur comment prendre en compte la qualité de vie au travail dans la conduite de la transformation. Donc, on a eu 2 retours d'expérience qui nous ont été présentés. Le premier sur le déménagement du Conseil régional Île-de-France à Saint-Ouen, déménagement qui s'est accompagné de la mise en place d'un travail en open space et d'un déploiement massif du télétravail. Et un deuxième retour d'expérience sur une étude conduite par l'ANACT suite à une demande financée dans le cadre du FIACT et portant sur la mise en œuvre de procédures participatives. Donc, au cours des présentations des échanges, les principaux freins qu'on a pu identifier sur donc, la prise en compte de la qualité de vie au travail dans la conduite de la transformation sont notamment les injonctions contradictoires. L'idée d'avoir dans un même temps des injonctions qui peuvent sembler contradictoires et qui peuvent paralyser cette prise en compte de la qualité de vie au travail. Et aussi cette idée de temps trop court, de calendrier, qui peut s'opposer aussi à l'usure sur le temps des agents chargés de mettre en œuvre ces politiques. La nécessité aussi d'avoir une culture de l'innovation. Et parmi les principaux leviers, avoir des ressources internes dédiées, des moyens d'accompagnement, et surtout aussi clarifier le périmètre de la consultation et de la décision, avoir un objet clair de discussion et pouvoir identifier les marges de manœuvre pour pouvoir expérimenter et faire preuve de l'efficacité des dispositifs. Pour l'atelier 3, le passage des risques psychosociaux à la qualité de vie au travail dans des écosystèmes complexes. Oui, alors dans cet atelier, on a eu deux présentations. Une présentation donc, de l'université d'Evry-Val d'Essonne qui nous parlait justement de son passage de la prise en compte des RPS à la mise en place d'un plan d'action QVT.
En gros, c'était quelle articulation possible entre les deux, tout en continuant la prévention qui est inscrite dans la loi pour le coup, et en avançant vers une démarche QVT. Donc ils nous ont présenté la façon dont ils ont mis en place les organes qui pilotent et comment ça fonctionne. Et donc aujourd'hui, le plan d'action n'est pas encore finalisé, mais voilà, ils ont réussi à mobiliser un certain nombre de parties prenantes sur le sujet et à construire une ébauche de plan d'action. Et on a eu le témoignage de la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse du 34, qui, eux, se sont lancés il y a plusieurs années, avant qu'on parle de QVT, sur l'ensemble de ces questions, et qui ont construit un plan d'action QVT qui a été mis en place sur leur périmètre. Donc moi, je n'ai pas fait le slide, je n'ai pas eu le temps, mais on a quand même identifié des freins et des leviers. Donc pour commencer sur les freins et ce qui était rappelé dans les deux présentations, c'est la question de la charge de travail, en fait, des ressources, de la capacité à faire qu'on peut avoir pour traiter ces sujets, parce que ça demande du temps. Parfois, il n'y a pas de service dédié sur ces questions-là, et donc ça doit être pris en charge directement par la direction ou par des services à côté. Et du coup, ça pose la question de la prise en compte donc, du sujet par les structures. Donc le deuxième frein qui a été identifié, c'est de dire il faut se méfier de la méthode. La DGFP, l'ANACT ont proposé une super démarche, une méthode très intéressante pour mettre en place une démarche QVT, mais la méthode ne doit pas être l'alpha et l'oméga, c'est ce qui a été souligné en fait par les deux présentations. C'est-à-dire que oui, il y a une méthode, mais il ne faut pas que cette méthode vienne empiéter sur des actions réalistes qui pourraient se mettre en place. Voilà, donc ça c'était le deuxième frein, c'est la méthode ne doit pas être un frein. Voilà, c'était cette partie-là. Sur les leviers, les deux structures se sont intéressées en fait à objectiver la situation. Donc objectiver la situation parce qu'on était dans le cadre de l'atelier sur les écosystèmes complexes. Le premier temps, c'est de comprendre cet écosystème complexe, de savoir de quoi on parle, à quel moment et avec qui, parce que les parties prenantes des structures sont souvent nombreux et n'ont pas forcément les mêmes attentes. Donc ça correspondait finalement à écouter. Donc ça, c'est un vrai levier. Le levier, c'était l'écoute, c'est de prendre le temps d'écouter, donc à travers un dialogue social efficace, mais aussi dans des relations entre la direction, les agents, les personnes qui portent les projets de QVT, de savoir, pour reprendre le terme de je ne sais plus qui d'ailleurs, savoir des fois se taire, rester au bout de la table et prendre des notes et écouter ce que les agents ont à dire. Voilà, donc c'était un des leviers. Et après, il y avait le deuxième levier pour que ça fonctionne bien. Je me le suis noté là, c'était de se dire, oui, créer des espaces de discussion sur le travail, très pertinent, mais centré sur un périmètre sur lequel on peut agir, pour éviter de créer de la frustration. C'est-à-dire que, OK, on va discuter du travail, mais si on outrepasse son office, si on va un peu au-delà de ce qu'on est capable de faire, et si on ne peut pas mettre de plan d'action en place derrière, ça peut créer plus de frustration. Voilà, donc ça, c'était le deuxième levier identifié, c'est travailler sur des espaces de discussion sur lesquels on peut avoir des leviers, réellement. Voilà. Atelier 4 pour finir. Comment mettre en œuvre concrètement une démarche créatrice de performance ? Donc là, l'atelier était c'était la présentation d'une méthode par Monsieur Capelletti, qui est professeur au CNAM et membre du cabinet Iseor. Il travaille très concrètement sur comment identifier, objectiver et chiffrer des coûts cachés liés à des dysfonctionnements dans une organisation. À partir de situations réelles de travail, c'est tous les irritants qu'on peut avoir dans le travail. On part d'une situation réelle et on essaye de voir et de chiffrer combien ça coûte. Ainsi, on a appris que les coûts cachés en moyenne dans la fonction publique sont de près de 20 000 € par an et par personne, ce qui n'est pas rien.
Ça fait réagir. donc voilà, à partir du diagnostic où on identifie donc ces coûts, on va mettre en place, enfin le cabinet va proposer de mettre en place un plan d'action pour travailler sur différents leviers de la QVT, comme les conditions de travail, la stratégie de la structure, la formation ou d'autres, la communication. Et ce qu'il faut bien en fait avoir en tête, c'est que quand même une démarche pérenne qui doit être intégrée au pilotage d'une structure. Parce qu'en fait, les dysfonctionnements peuvent réapparaître, peuvent être différents, etc. Donc ce qui a été représenté, enfin ce qui nous a paru comme un frein, c'est les modalités de rétribution. À savoir, en fait, on dégage certaines marges finalement financières. Comment ça peut être redistribué? Est-ce que l'enjeu, est-ce qu'on ne va pas nous prendre l'argent? Est-ce qu'on ne va pas faire baisser les budgets à venir, etc. Et l'autre enjeu très important qui peut être un frein, c'est de bien communiquer sur la méthode. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'espère que j'ai été assez claire, mais ça peut être compliqué de bien appréhender les choses. Et il y a quand même un temps nécessaire d'appropriation et de communication autour de cette méthodologie. Sur les leviers, c'est puissant. C'est vraiment ce qui est ressorti, c'est que chacun peut contribuer, parce qu'on est vraiment sur la base d'un travail participatif où chacun peut s'exprimer et qu'on part des verbatims en fait, des agents en fait, qui décrivent leur situation de travail et les freins, les irritants de leur travail. Et ça peut permettre donc de dégager des marges de manœuvre. L'autre levier, c'est que ça objective vraiment les situations. Et ça peut permettre, et ça permet de donner de la valeur et du sens au travail. Voilà. Et donc pour conclure la journée, je laisse la parole au directeur général de l'ANACT, M. Richard Abadi. Bien, en premier lieu, je tiens à remercier la DGAFP qui a associé l'ANACT à l'organisation de cette journée de l'EMRH consacrée à la qualité de vie au travail. Vous savez que la qualité de vie au travail est une démarche particulièrement chère au réseau que je représente. À la fin d'une journée aussi dense en apport, et puis après l'intervention des 4 rapporteurs d'atelier, je ne vais pas tenter une synthèse exhaustive de nos travaux, ni développer un propos complètement distinct de ce qui a déjà été dit. Pour autant, si je schématise, la journée nous a collectivement permis d'approfondir 2 des déterminants essentiels des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Je pourrais dire de nos conditions de travail, puisque ça s'applique également à la situation de tout travailleur, et nous sommes des travailleurs tous réunis dans cette salle. Le premier déterminant, ça a été largement évoqué, c'est l'organisation du travail et ses liens avec les questions de santé au travail. Plusieurs intervenants ont déjà insisté sur le fait que tout changement d'organisation est simultanément source de risques et d'opportunités pour les conditions de travail des agents concernés. Les périodes de transformation sont donc bien propices à l'engagement d'une démarche QVT, mais pour reprendre la formulation de M. Fournier de la DGOS ce matin, pas une QVT vue comme un outil en réaction à, mais bien un outil pour anticiper et penser une future organisation. Le deuxième déterminant, cela a été dit plusieurs fois également,
c'est la qualité des relations sociales et professionnelles. Il nécessite, le cas échéant, d'évaluer nos pratiques de management et de conduite du dialogue social et institutionnel, sans hésiter à s'appuyer sur le développement plus en amont des modalités d'expression directe et collective des agents. Elles sont directes, mais elles sont aussi collectives, et c'est elles qui viennent nourrir le débat entre partenaires sociaux et managers. Finalement, il y a un même terme qui relie ou traverse ces deux déterminants que sont l'organisation du travail et les relations sociales, c'est le terme de décision. Et il a été à plusieurs reprises cité. En définitive, on pourrait dire que le niveau de qualité de vie au travail et de performance d'une organisation est finalement la résultante de décisions pertinentes et acceptées car partagées et portées par tout un même collectif. Mais une fois qu'on a insisté sur la décision, qu'est-ce que c'est finalement une décision? Qui décide et selon quel processus? Et beaucoup de nos échanges nous ont conduits à s'interroger en la matière. Finalement, chacun d'entre nous peut avoir sa propre représentation de ce qu'est une décision et plus encore de ce qu'est une bonne décision et de comment elle devrait être prise. Si j'en reste à la définition la plus classique, les plus brefs considèrent que c'est l'acte par lequel on opte pour une solution. C'est relativement simple. Certaines définitions, et très généralistes, comme celle du Larousse, ajoutent par contre une locution qui a toute son importance et qui donne « c'est l'acte par lequel quelqu'un opte pour une solution, certes, mais après délibération ». En 1983, c'était le président François Mitterrand considérait déjà que l'homme ne pourra plus accepter de travailler sans créer ni participer aux décisions. C'était en 1983. Dans un cadre moins centré sur le travail, mais pour rester par rapport à l'actualité, le président Jacques Chirac lui-même rappelait en 1998 que les grandes décisions ne peuvent pas être prises contre un peuple. De fait, et ça peut paraître une évidence, la première piste d'action est assez évidente, c'est d'associer les parties prenantes à la prise de décision. Mais pour que cela ne reste pas un vœu pieux, il convient dans le même temps de ne pas s'en tenir à des démarches consultatives qui restent parfois trop formelles ou qui ne portent pas suffisamment sur ce qui a un impact le plus significatif sur les conditions de travail d'un travailleur. Pour illustrer le niveau d'exigence qui est en cause, je me référerai très rapidement à un élément de comparaison internationale. On a eu une intervention en début d'après-midi très intéressante. Il y a une enquête européenne qui est source d'enseignement au niveau européen, qui est faite par Eurofond, la Fondation de Dublin, et qui est conduite périodiquement dans les 35 pays. C'est une enquête qui porte sur les conditions de travail. La dernière date de 2015, et elle pose une question qui, au vu de nos échanges, me paraît particulièrement importante. Cette question, elle est posée à un échantillon de travailleurs européens. Et la question, c'est la suivante. Pouvez-vous influencer les décisions qui sont importantes pour votre travail? En réponse à cette question, la France s'inscrit aux toutes dernières places du classement européen. A contrario, la France caracole plutôt à la deuxième place sur une question centrée différemment. Êtes-vous impliqué dans l'amélioration des processus de travail de votre service? Ce n'est pas la même question. Cette contradiction, qui n'est qu'apparente, démontre bien qu'au-delà des intentions, voire des obligations, il y en a en France des obligations réglementaires sur la nécessité de consulter, cela reste plus particulièrement complexe en France de permettre à chacun d'avoir une véritable influence sur les décisions qui ont un impact sur son travail. Certes, on pourrait dire que ces décisions sont nombreuses, qu'elles sont souvent déconnectées les unes des autres, sans vision globale de ce qu'elles produisent une fois additionnées. Certes, la prise de décision suit un processus complexe. Il est même parfois appelé arbre décisionnel, car la décision va cheminer progressivement en suivant plusieurs embranchements, avec à chaque fois autant de micro-décisions avant d'aboutir au résultat final. Mais ces contraintes s'appliquent aux autres pays,
Et bien qu'elles existent, pourquoi sur ce sujet n'arrivons-nous pas à faire aussi bien que la majorité de nos homologues européens? Ou plutôt, comment progresser en la matière? Il y a donc, selon moi, un réel enjeu à ne pas banaliser ou sous-estimer l'importance du processus de décision. Il importe en premier lieu que tout décideur prenne pleinement conscience de l'impact de la décision qu'il va prendre, sachant que les plus significatives auront immanquablement des conséquences sur les conditions de travail d'un certain nombre de personnes. Il faut qu'ils soient en capacité de le faire, y compris, voire surtout, quand il n'intervient pas dans le cadre d'une ligne hiérarchique. Au regard du développement des organisations matricielles ou en mode projet, cette prise de conscience ne doit en effet pas être négligée et ne doit pas concerner que les managers en ligne hiérarchique. Dans le même temps, il faut promouvoir des méthodes, des cadres d'action qui, là aussi, ça peut apparaître paradoxal, permettent de dédramatiser la décision. Dans un certain nombre de cas, et ça a été dit ce matin, la décision peut ne pas être définitive. Et on gagnera même à ce qu'elle ne soit pas irréversible, quand c'est possible. Il y a une espèce d'enjeu à étirer le processus de décision dans le temps, à privilégier des processus adaptatifs, itératifs, qui permettent de tester, d'expérimenter différentes options ou solutions et de s'inscrire davantage. Le terme a été employé par un des témoignages de ce matin, dans une recherche d'amélioration continue des décisions en vigueur et des situations existantes. Pour le dire autrement, les racines d'une bonne décision puisent dans l'expérience, dans l'analyse des décisions passées et de leurs effets. De même, toute décision gagnera à être déclinable, adaptable aux contraintes ou aux spécificités d'un service, d'un territoire. Elles doivent être davantage pensées pour laisser des marges de manœuvre, ne serait-ce que pour prendre en compte la complexité des différentes organisations. Pour autant, comme l'a rappelé M. Froissart ce matin, il importe aussi que le management sache prendre de véritables décisions. Il est attendu sur ce sujet, et sans fausse timidité, si je reprends son expression. Ça n'empêche pas de les co-construire, et les exemples, là aussi, sont nombreux dans cette journée. Il y a donc un enjeu méthodologique à clarifier les niveaux de responsabilité pour permettre de redonner à chacun du pouvoir d'agir en repérant ce sur quoi il a de l'influence et ce sur quoi il n'en a pas. Face à ces enjeux, face aux enjeux des évolutions à conduire, voilà, la mobilisation de l'ANACT aujourd'hui vous le prouve, je souhaite vous assurer de l'engagement du réseau ANACT ARACT pour venir à vos côtés, directement ou parfois, et plus souvent même indirectement, contribuer à la mise en pratique d'une démarche QVT. Et d'une démarche QVT qui ne soit pas, ça a été dit à plusieurs reprises, un machin à côté. Donc une démarche intégrée. Très concrètement, et là aussi les témoignages permettent d'en attester, cet accompagnement peut passer par différents canaux. Un accompagnement individuel, ça a été le cas à France Télévisions, ça nous permet de partir de situations réelles de travail et de véritables enjeux et projets d'organisation pour expérimenter un certain nombre d'outils et de méthodes, mais aussi des accompagnements plus collectifs, même s'ils alternent avec des temps individuels. Et accompagnement que nous avons mené avec la DGOS et la DGCS dans les établissements de santé et aujourd'hui dans les EHPAD, et qui nous permettent de tester avec un plus grand nombre d'établissements, des méthodes, des outils qui peuvent aider à structurer une démarche en qualité de vie au travail, et aussi, et ce n'est pas négligeable, de nourrir des échanges entre pairs. Chaque fois qu'on réunit par la méthode des clusters un certain nombre d'établissements qui vivent et qui ont les mêmes exigences et les mêmes souhaits de mettre en œuvre une démarche QVT, ils se nourrissent d'abord de l'échange entre pairs et on espère ainsi engager une véritable dynamique d'essaimage. Enfin,
C'est par l'élaboration et la diffusion de supports qui permettent au plus grand nombre de s'approprier le plus aisément possible des outils et méthodes, mais aussi d'être autonome. C'est autant de briques à la disposition de chacun d'entre vous. L'objectif étant de pouvoir agir en toute autonomie, et cela passe, par exemple, par la ludopédagogie, mais pas uniquement. Pour terminer cette fois-ci définitivement cette journée, je vous remercie de votre patience. Je souhaite au nom des co-organisateurs remercier les différents intervenants et contributeurs, mais aussi chacun d'entre vous pour votre participation active. Et je souhaite très sincèrement que ces échanges vous soient utiles demain pour construire votre propre pratique en matière de qualité de vie au travail, puisque là aussi, ça a été dit, c'est votre propre pratique qu'il vous appartient de construire au-delà des méthodes et conseils qu'on peut vous apporter. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, j'espère.